Bonsoir tout le Bonsoir, monde. Rémi. Merci de participer à cette nouvelle édition de l'Ergon Café 1, partie 1, qui sera présentée par Jean-Jacques Binen et Charles Facon au conseil d'administration d'Ergon. Et puis nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous Sandrine Moreau et Edith Renaud qui vont échanger avec vous sur combien vaut ma clinique. Donc vous avez, je pense que tout le monde connaît Zoom maintenant, vous avez le chat à droite, surtout vous pouvez l'utiliser pour poser vos questions. Je vous demanderai de bien couper aussi également vos micros afin qu'on puisse entendre correctement les intervenants. Merci et bonne séance. Bien, merci Elodie. Donc on se retrouve autour de ce thème combien vaut ma clinique. Il est évident qu'on ne va pas traiter de combien vaut ma clinique il y a quelques années, mais bien du marché de combien vaut ma clinique qui est aujourd'hui chamboulé par l'arrivée de nouveaux acteurs sur le terrain. L'objectif de ce rendez-vous, c'est de comprendre comment fonctionnent ces nouveaux acteurs. Et pour préparer cet Ergon Café, on s'est entouré de Sandrine Moreau, qui est du cabinet Audacy, qui sera la financière de cette session, et puis de Edith Renaud, qui est maître Edith Renaud, qui est avocate juriste forcément pour la partie juridique. Merci à elle de nous accompagner sur ce projet qu'on a préparé avec mon ami Jean-Jacques Binen, à qui je passe la parole pour nous présenter rapidement justement ces acteurs et ce qui change aujourd'hui. Jean-Jacques, si tu veux projeter, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous. Alors, je vais vous faire une liste, vous présenter une liste rapide de l'ensemble, exhaustive d'ailleurs, de l'ensemble des intervenants actuels sur le marché. Vous avez dû certainement tous en entendre parler. Donc, on va parler du groupe Anicura. Enfin, je vous présente le groupe Anicura qui fait partie du groupe Mars, qui est de loin le premier dans le monde. C'est 2600 cliniques en Amérique du Nord, en Amérique du Nord, au Canada, en Europe, dans le grand nord de l'Europe, et qui est en train de redescendre vers chez nous. Actuellement, il y a 7 cliniques en France, surtout des CHV, des centres de référé. Evidentia, c'est 1600 cliniques en Europe du Nord qui progressent vers le sud de l'Europe. Actionnaire Nestlé, entre autres. Nestlé qui est un gros actionnaire. VetPartners, c'est essentiellement britannique. VetPartners, c'est surtout investi sur plutôt des clientèles rurales et des clientèles mixtes. Le groupe Univet, qui a une présidence vétérinaire, actuellement, c'est 60 cliniques en France, dont 5 en Belgique. Un capital vétérinaire majoritaire. C'est le seul groupe qui a un capital vétérinaire majoritaire, avec également des droits de vote majoritaires, mais ça, tout à l'heure, vous en entendrez parler, mais également des droits économiques qui sont majoritaires aux vétérinaires. Vetone, qui est une présidence non vétérinaire, c'est 40 cliniques en France. Le groupe Monveto, une présidence vétérinaire, une 50aine de cliniques en France et notamment surtout localisées dans l'Ouest. Argos, qui est une présidence vétérinaire également, qui a démarré dans le sud-ouest de la France, une 30aine de cliniques. Le groupe Covesia, dont on entend parler maintenant, présidence non vétérinaire également, c'est 5 cliniques actuellement, c'est la propriété d'un fonds européen. VetDev, une présidence non vétérinaire, une 30aine de cliniques, notamment en région parisienne. V+, présidence vétérinaire, une 20aine de cliniques. Le groupe Metavet avec une 10aine de cliniques, c'est une présidence vétérinaire également. Et un nouveau venu dans ce paysage, c'est Smartemis, avec un concept différent des autres cliniques. Mais Sandrine, on va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on parle de tous ces groupes et on parle de private equity. C'est quoi le private equity ? Oui, bonsoir à tous. Alors, en tout préambule, je vais rappeler, je vais rebondir sur le titre en fait de notre webinaire de ce soir, qui était donc combien vaut ma clinique. Simplement pour vous rappeler pourquoi en fait il est toujours intéressant de réaliser une valorisation financière de son entreprise. Je fais un tout petit préambule. En fait, il faut tout simplement se dire que c'est avant tout une démarche positive pour vous de faire un état des lieux de la situation actuelle et de se projeter, de se poser, de se projeter pour adopter la meilleure stratégie financière. Donc ça, c'est vraiment important de le rappeler. Ça permet d'anticiper et surtout d'être plus libre dans ses choix.
avant donc de prendre et d'avoir des contacts avec des groupes. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est le private equity? Vous commencez à en entendre pas mal parler. On parle parfois de capital investissement, de capital développement. Eh bien, en fait, le private equity, effectivement, c'est l'anglicisme qui veut dire capital investissement de façon générale. Et ensuite, on a plusieurs déclinaisons. Ça peut être le capital risque, le capital développement ou le capital transmission quand vous transmettez votre entreprise. Dans tous les cas, c'est une intervention effectivement en fonds propres et en quasi-fonds propres, à l'inverse d'une banque traditionnelle qui va vous accompagner plutôt en prêt ou en crédit bail, par exemple, pour financer vos opérations. C'est souvent une prise, bien sûr, de participation minoritaire. Et le but de leur intervention, c'est évidemment de dégager une plus-value en contrepartie d'une prise de risque. Donc, d'où la nécessité, parce que, comme on va le voir, l'idée générale, c'est d'anticiper les performances, d'où la nécessité, comme on le verra, de poser un business plan. Alors, souvent, il y a confusion entre fonds d'investissement, donc private equity, et investisseurs. En fait, c'est deux choses un petit peu différentes et c'est effectivement deux structures généralement différentes. Et donc, je vous ai rappelé là, à travers ce schéma, le cycle classique du private equity. Donc, en premier lieu, vous avez effectivement un fonds qui se constitue, donc on appelle un fonds d'investissement qui se constitue et qui va lever des capitaux auprès d'investisseurs. Donc là, on parle de levée de fonds. Ce véhicule, donc ce fonds d'investissement, véhicule de gestion, va permettre évidemment d'investir dans des sociétés et de les accompagner dans leur développement. Donc là, on se situe dans une période de ce qu'on appelle d'investissement. Donc, période d'investissement, prise de participation dans des entreprises, et pendant une durée qui est généralement entre 3 et 5 ans, il y a évidemment création de valeur. Parce que le but du fonds d'investissement, c'est de sortir, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en réalisant évidemment une plus-value. Plus-value, donc liquidité, qui va permettre de réinvestir dans un nouveau fonds. Donc, vous voyez qu'on parle de cycle, alors plutôt un cycle vertueux, parce qu'effectivement, plus on génère des liquidités, plus on peut réinvestir. Hein, voilà, donc vraiment avoir des choses un petit peu différentes, fonds d'investissement d'un côté et puis investisseurs de l'autre. Alors, de quoi parle-t-on effectivement? C'est quoi vraiment le mécanisme en fait d'un fonds d'investissement? Le fonds d'investissement donc entre au capital, on y reviendra tout à l'heure, il devient actionnaire minoritaire et comme je viens de le dire, il se rémunère par le rendement et par la plus-value. Dans une période plus ou moins longue, on a ce qu'on appelle des fonds d'investissement qui sont relativement patients, c'est-à-dire qui ont plutôt des souhaits de sortie à horizon 5 à 7 ans, d'autres qui sont plus impatients à l'inverse et qui veulent sortir au bout de 3 ans parce qu'ils souhaitent réinvestir ensuite par la suite. Ensuite, le capital. Charles, oui, voilà, merci. Alors, jusqu'à présent, en fait, je vous ai parlé effectivement de prise de participation au capital. Mais suivant le montant recherché, va se poser le problème, quand on est sur des montants assez importants, le problème de ce qu'on appelle la dilution. C'est-à-dire que les associés en place, à travers la prise de participation d'un fonds, pourraient se trouver, alors il y a des artifices bien sûr possibles, plus de l'ordre juridique, mais va se poser le problème de la dilution. Et il existe bien sûr des outils non dilutifs qu'on assimile à des quasi-fonds propres et qui sont une vraie alternative. Vous avez peut-être notamment entendu parler dans le contexte actuel du plan de relance que le gouvernement justement est en train de réfléchir. Alors ça vous concerne un petit peu moins en ce moment bien sûr, mais pour vous dire que c'est des sujets qui sont sur la table et qui existent depuis de nombreuses années et qui servent justement là dans le cadre actuel du fonds de relance avec les prêts participatifs et les obligations de relance que vous avez peut-être entendu parler. Donc, on appelle ça, c'est assimilé en fait à un emprunt obligataire. Concrètement,
Vous le remboursez, contrairement à un prêt classique avec une banque, vous remboursez sur une durée de 7 ans et donc chaque année, vous remboursez intérêt en capital. Là, vous le remboursez à horizon 8 ans. C'est-à-dire que pendant les 8 ans, vous remboursez des intérêts et à l'issue de ces 8 ans, vous remboursez le capital que vous aurez reçu en obligation. Donc, c'est un intermédiaire entre vraiment le haut de bilan et le prêt bancaire. C'est pour ça qu'on appelle ça des quasi-fonds propres, puisqu'on se situe en entre-deux, on va dire, et donc ce qui évite la dilution. Alors, je ne rentre pas plus dans le détail parce que ce n'était pas le sujet de ce soir, mais sachez que ça existe et puis bien sûr, à votre disposition pour en reparler un peu plus loin. Alors, le capital investissement, quelle valeur ajoutée? Quelle valeur ajoutée, évidemment? Alors là, je me place de votre côté. Vous pourriez me dire, mais finalement, quelle valeur ajoutée pour nous? C'est vraiment pour vous une alternative qu'il faut prendre vraiment avec sérieux parce que ça vous permet d'assurer le financement de votre croissance et d'accéder à des montants plus élevés que vous n'auriez pas forcément par le biais traditionnel des banques. Ça permet aussi de rassurer un certain nombre d'interlocuteurs qui sont dans votre écosystème, et notamment les banques qui voient plutôt d'un bon œil souvent l'entrée d'un fonds comme étant un levier supplémentaire de financement. Et en aucun cas, bien sûr, ça ne viendrait remplacer vos banques, mais vraiment créer un effet de levier. Donc, c'est à la fois un apport financier pour vous, comme je vous l'ai mis, à des étapes importantes que vous vivez dans votre entreprise, lors d'un investissement, lors de la sortie d'un associé, lors d'une croissance externe, rachat d'une clinique. C'est vraiment pour augmenter votre capacité à lever des fonds et à financer vos projets. Un apport en crédibilité, pardon, et puis un partenariat, donc qui est sur votre droite de l'écran. Ça crée en fait effectivement une dynamique, puisque le fonds d'investissement a vraiment vocation à vous accompagner aussi dans des orientations stratégiques que vous allez prendre, également à vous faire des retours d'expérience, parce qu'eux-mêmes sont intervenus dans des opérations, en sont sortis, et donc ils auront évidemment un retour à vous faire. Et puis, comme je vous l'ai dit, évidemment, certains fonds seront plus patients que d'autres dans une durée entre 5 à 7 ans. Alors, le capital investissement, pour qui? Finalement, j'ai envie de dire, c'est presque… vous avez des problèmes peut-être de connexion, non? Je vois un message qui s'affiche. Non, c'est bon pour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui. Okay. Oui, donc finalement, j'ai envie de dire presque, ça s'adresse à tout le monde, et recourir à des partenaires externes financiers, effectivement, nécessite quand même d'anticiper les choses. C'est vrai qu'on ne lève pas des fonds comme on va voir sa banque un mois avant avoir un projet. On s'inscrit quand même dans un niveau d'anticipation, et donc il faut être prêt. Alors, être prêt à plusieurs égards, être prêt évidemment à s'ouvrir à un partenaire financier et à entamer des discussions, bien sûr, parce que comme on le verra, il y a des engagements et des obligations. Et le principal surtout, c'est être prêt et avoir un plan d'affaires qui a été posé, ce qu'on appelle un business plan. C'est vrai que souvent, vous avez l'habitude de vous projeter à 1 an, à 2 ans maximum. Là, effectivement, vous allez être… alors, vous allez le voir au début comme une contrainte, mais surtout vraiment étant comme un véritable outil de pilotage ensuite. Ce qui va être important, c'est de pouvoir écrire un business plan à 5 ans. Il faut bien sûr être porteur d'un projet, mais ça, vous l'aurez compris, si on va lever des fonds, c'est qu'à minima, on est en phase de développement et qu'on a un projet de croissance externe, un projet de développement et d'investissement. Et puis, il faut être prêt aussi, évidemment, à s'ouvrir sur c'est quoi mon équipe aujourd'hui, c'est quoi la création de valeur humaine que j'ai avec mon équipe, et être prêt aussi à la partager avec quelqu'un de l'extérieur. 2 paramètres en fait à prendre en considération, bien sûr, c'est jusqu'à quel niveau de partenariat je suis prêt à aller. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un effet de dilution, bien sûr, à regarder. Et puis, jusqu'à quel niveau de valorisation. Donc, c'est là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est à la fois de valorisation pour vous, mais aussi un niveau de valorisation en face, mon interlocuteur, jusqu'où il est prêt
à aller dans la valorisation de mon entreprise. Et comme vous devez l'entendre en ce moment ou pour certains le vivre, c'est vrai qu'on est sur des fois des niveaux de valorisation assez déconcertants ou même du simple double. Mais pour ne pas se confondre, hein, Sandrine, c'est quoi l'objectif du private equity, hein, et comment il valorise justement, vous en parlez, hein. Ah, ça a coupé. Oui, l'objectif, alors effectivement, l'objectif du private equity et donc d'un fonds d'investissement, c'est clair, c'est la recherche quand même au bout de leur investissement de la performance. Donc, il y a un calcul dans ce cas-là qui se fait, et vous en avez certainement entendu parler, c'est ce qu'on appelle le TRI, donc le taux de rentabilité interne. Donc, il faut savoir qu'évidemment, les fonds d'investissement sont très à l'écoute et surveillent de près, évidemment, le TRI de chaque opération. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est comme vous. Si vous avez des placements en bourse ou des placements, normalement, vous êtes aussi en droit ou bien sûr en surveillance de votre TRI que vous allez avoir, c'est-à-dire le retour sur investissement que vous allez avoir de l'investissement que vous avez fait. Donc, le TRI, c'est quoi concrètement? Là, je vous ai mis un petit schéma, en fait, deux cas de figure. Imaginons un fonds d'investissement qui rentre dans votre capital à hauteur de 100. Alors, s'il a pour objectif, et ça, il le connaît d'avance, un TRI à 12,5, alors il faut savoir 12,5, ce n'est pas un chiffre que j'ai pris par hasard. Il faut savoir qu'en 2019, c'était à peu près le TRI moyen des fonds réalisés par les fonds d'investissement. Alors, plus ou moins élevé quand on est sur des capitaux risqueurs et quand on est sur du développement, on est aux alentours de 9%, mais en moyenne, on est à 12,5. Donc, un fonds d'investissement qui voudrait sortir et qui se fixe comme objectif un TRI, ben, il a deux façons de le faire. Soit tout au long de sa prise de participation, effectivement, il est intéressé sur les résultats, sur les bénéfices que vous allez tirer chaque année de votre activité. Donc, d'où les 10 que j'ai placés chaque année. Donc, on voit qu'on est sur effectivement ce qu'on va appeler une distribution de dividendes régulière. Et puis, du coup, il sortira finalement avec une ambition de sortie à 125 alors qu'il est rentré à 100. Ou alors, le fonds d'investissement vous dira, écoutez, nous, on vous laisse le temps, évidemment, de vous développer, développer votre activité, de développer vos résultats. Et donc, on n'est pas forcément, entre guillemets, gourmand chaque année sur la distribution de dividendes. Mais par contre, pour dégager un TRI de 12,5 à la sortie, eh bien, on va vouloir, alors qu'on est rentré à 100, eh bien, sortir à 166. Voilà. Donc, c'est un peu vous dire qu'il y a deux façons, les fonds d'investissement ont un peu deux façons de voir les choses. Soit effectivement, il y a un revenu progressif et régulier chaque année, soit c'est plutôt un revenu à la sortie, et c'est ce qu'on appelle du coup plutôt un fonds un peu patient. Alors, vous allez me dire, mais comment effectivement se mesure la performance attendue d'un fonds d'investissement? Une fois que je vous ai dit, il y a une notion de TRI, il y a une notion de valorisation, bon, effectivement, mais finalement, sous quelle approche? Alors, le postulat de départ, déjà, c'est que, contrairement souvent à ce qu'on attend de son entreprise, d'une valeur, on va dire, patrimoniale, c'est-à-dire l'entreprise vaut ce qu'elle possède et vaut ce que j'en fais tout au long de mes années d'activité, eh bien, le fonds d'investissement, lui, va avoir un postulat un petit peu différent, et on le verra aussi par la suite tout à l'heure sur d'autres investisseurs. C'est l'entreprise vaut ce qu'elle rapporte. Et comment mesurer ce rapport? C'est en fait par des multiples de rentabilité, c'est des valeurs de rendement. Donc, généralement, deux approches que l'on retrouve très fréquemment, et on le développera tout à l'heure, c'est l'approche par les multiples, donc c'est X fois le BE, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation. C'est votre premier niveau de rentabilité en fait que vous dégagez dans votre activité après la marge, la valeur ajoutée, une fois que vous avez payer vos salaires, eh bien c'est le premier excédent de revenus, donc c'est un multiple. Et puis l'approche, donc là on est plutôt sur les résultats, on va dire, historiques et actuels. Et puis l'approche économique, où là on va plutôt être sur en fait une méthode de rentabilité sur des projections de résultats.
C'est ce qu'on appelle la rentabilité par les flux de trésorerie. D'où l'importance, tout à l'heure, je vous le disais, de réaliser en fait un business plan à 5 ans, parce que c'est dans l'écriture du business plan à 5 ans qu'on verra en fait la rentabilité future que votre activité est en capacité à dégager. Alors, un bref mémo à ce stade. Je vous ai dit déjà beaucoup de choses. Si on devait retenir 4 points, premièrement, donc c'est valider en premier lieu en lien avec votre projet de développement l'adéquation taille de votre investissement avec les types de financement. Évidemment, si vous êtes sur un investissement plutôt courant et tant que le rythme de développement de votre structure finalement vous permet d'aller chercher un financement classique, j'ai envie de vous dire, restez effectivement sur ce sujet-là et tant que votre rythme de développement reste compatible avec votre capacité d'endettement, pas de problème. Par contre, c'est vrai que si vous êtes sur un investissement et des projets déjà plus structurants, quand on investit et qu'en même temps on finance éventuellement, on doit financer la sortie d'un ou voire 2 associés, c'est vrai que là, voilà, ça nécessite d'aller un peu plus loin dans la réflexion de la stratégie financière. Deuxième point, c'est toujours, et ça, Maître Renaud en parlera tout à l'heure, c'est toujours savoir dissocier finance et pouvoir, ne pas craindre la dilution, mais la maîtriser et puis savoir la sécuriser. Ensuite, le fonds d'investissement, pas perdre de vue que, bien sûr, eux ont leurs critères de rentabilité, mais c'est avant tout finalement un partenaire et on est vraiment dans l'accompagnement et dans le financement de votre croissance. Ils n'ont pas vocation à vous racheter parce que tout simplement, ils n'ont pas vocation à gérer un parc de cliniques vétérinaires, tout simplement. Donc, ils sont là pour évidemment vous accompagner, bien sûr en retirer des liquidités, mais ils n'ont pas vocation à détenir un parc d'entreprises. Et puis surtout, éviter d'être en situation d'urgence. Comme je vous le disais tout à l'heure, une levée de fonds, ça se prépare. Vous devez pour ça vous entourer de conseils financiers et juridiques, ça c'est important pour ne pas faire d'erreurs. Sur la question 3, c'est Jean-Jacques qui la posera. Il va falloir qu'on accélère, Sandrine, sur ces D'accord, Q3. désolée. Pas de problème. À toi, Jean-Jacques. On n'entend pas. On n'entend pas Jean-Jacques. Bon, alors je vais poser la question 3. Ça y est, on m'entend. C'est bon. Vas-y, Jean-Jacques. Oui, rapidement, pour ne pas perdre de temps. Comment ils raisonnent, ces grands groupes? Quel est leur but? Pourquoi ils sont arrivés? Voilà. Quel est leur raisonnement? Ces grands groupes industriels qui nous arrivent des pays du Nord. Oui, alors c'est vrai que là, jusqu'à présent, je vous ai parlé des fonds d'investissement. Vous êtes aujourd'hui confrontés aussi à l'arrivée de groupes industriels étrangers qui à votre porte, ou tout au moins vous en entendez parler. Alors effectivement, quelle est leur stratégie? Elle est claire, c'est une véritable stratégie de conquête de marché et de consolidation et donc de pénétrer le marché, en l'occurrence pour ce qui nous concerne français. Donc voilà, c'est une vraie conquête de marché et comme tout conquérant, c'est vrai qu'on peut être parfois sur des notions de surenchère. Et c'est pour ça qu'on est sur parfois des multiples importants. Eux-mêmes aussi sont adossés à des fonds d'investissement. Donc, ce qui s'avérait se démontrer sur ce que je vous expliquais tout à l'heure est aussi vrai pour eux, puisque eux-mêmes sont adossés à des fonds, donc eux-mêmes sont en recherche et en exigence de profitabilité. Alors, par contre, ils ne sont pas forcément adossés à des fonds passion, avec comme on le voit souvent des groupes qui tournent beaucoup. IVC notamment, hein, je ne trahis pas de secret puisque ça a été publié, ont eu 3 fonds comme ça en 6 ans seulement. Donc, vous voyez, ça tourne effectivement beaucoup. Et puis, leur but, c'est d'intégrer des cibles dans des filières internes, donc des filières comme les laboratoires, l'imagerie, la production animale. Donc, c'est vraiment de mailler non seulement votre secteur d'activité, mais votre environnement qui vous concerne. Donc, voilà. Et on est évidemment dans des stratégies financières et stratégies d'activité différentes que ce que vous vivez, vous, de votre côté. Mais très clairement, c'est la conquête de marché. Alors, quel type d'intervention?
De toute façon, la réglementation française fait que normalement, c'est évidemment une minorité de capital. Mais par contre, avec des droits financiers qui sont majoritaires, puisque avec des actions, par exemple, de préférence, on a une maîtrise quasiment de la quasi-totalité des droits financiers. Pour autant, on n'a que 49% des droits de vote. Donc, en fait, on a minorité de capital, mais majorité financière. Alors, les méthodes de valorisation, comme je vous le disais, on est évidemment sur des méthodes assez classiques finalement, qui sont les multiples de BE. Mais là où on va être sur des multiples, lorsque on entend traditionnellement, et ce que vous vivez depuis plusieurs années, des multiples entre 1, 2 ou 3 fois le BE, là, on est sur des multiples à 5, 8 fois, 10 fois, voire même 15 fois le BE. Et là, vous allez me dire, mais comment est-ce possible et comment on peut générer de la rentabilité derrière pour qu'eux-mêmes aient un retour sur investissement. Donc, c'est ce qu'on vous démontrera tout à l'heure et puis surtout également la semaine prochaine à travers un cas pratique. Alors, le raisonnement des groupes étrangers, effectivement, quel est le schéma d'acquisition? Le schéma d'acquisition, il se fait en 2 temps. Vous avez déjà un prix initial qui est payé à la signature et qui est généralement compris entre 50 et 80%. Ce qu'on voit habituellement, c'est entre 65 et 70%. Et puis un complément de prix qui est du coup par différence entre 20 et 50%. Généralement, donc ce qu'on voit, c'est entre 30 et 35 et qui est réparti sur plusieurs années, entre 5 voire 7 ans, et qui est adossé à des performances futures de votre entreprise. Donc, ces performances futures, soit indexées sur la croissance du chiffre d'affaires ou la décroissance, et surtout sur la croissance, bien sûr, de l'EBE. Alors, le complément de prix, évidemment, il faut bien le contractualiser. C'est à la fois prévoir évidemment un pacte d'actionnaires très musclé. Et puis surtout, attention, mais là on y reviendra aussi, il faut être vigilant sur ce complément de prix parce que à cette occasion-là, il faut trouver pour vous un équilibre entre la rémunération que vous avez l'habitude de vous verser et puis le complément de prix qui sera sur les 3 à 5 ans, parce que comme on le verra, finalement, on pourra remettre un petit peu en cause, l'investisseur cherchera à remettre un petit peu en cause la rémunération que vous versiez jusqu'à présent, puisque les modes de calcul ne sont pas forcément les mêmes. Bien. Voilà. Sandrine, vous terminez. Merci. Sur cette première partie vraiment introductive, c'est vraiment les bases. On en a tous besoin. Notre confrérie, bien sûr, on n'est surtout pas des financiers. Donc, c'était très intéressant, Sandrine. Merci. Sur la partie juridique, maintenant, Edith, Maître Renaud, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque MaClinic? Alors, je pense qu'il faut distinguer 2 volets principaux. On a le costume et ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, ce qu'il y a dedans, c'est le patrimoine professionnel d'exercice qui peut prendre différentes formes selon l'entreprise dont il s'agit. Donc, dans des petites structures, un acheteur va parfois s'intéresser simplement à acheter ce qu'on appelle le fonds libéral ou le cabinet. Donc, il va acheter une clientèle, il va acheter du matériel, du mobilier, il va acheter du stock. Parfois, on va parler d'une entreprise vétérinaire en elle-même. Il va s'agir de l'entreprise d'un vétérinaire qui exerce seul et qui va apporter à une société non seulement ses actifs, mais également ses dettes. On va avoir aussi ce schéma numéro 2 dans ce qu'on appelle encore les SDF, puisqu'on en a encore dans le paysage. Et donc, on est avec des gens qui sont en indivision sur les éléments d'actifs et qui sont co-emprunteurs sur les passifs. Et donc, l'ensemble de ces éléments d'actifs et de passifs vont former une entreprise vétérinaire dans son ensemble. Et puis après, on a des entreprises qui sont structurées
sous la forme de sociétés d'exercice. Donc, ça peut être des SCP, des CELAR, des CELAS, des SARL, des SAS. Et là, les parts qui seraient cédées par un ou plusieurs associés sont représentatives des éléments d'actifs qu'on retrouve dans la partie du bilan, hein, des comptes annuels, et le passif. Et là, on va y voir les capitaux propres qu'il n'y avait pas dans le schéma 2, puisque en transmettant soit les 100% de la société, c'est-à-dire 100% de tous les titres, eh bien, on va transmettre également le capital, les réserves, c'est-à-dire les bénéfices laissés dans la caisse et le résultat de l'année. Alors, quand on a parlé effectivement de ce qu'il y a dans l'enveloppe, les gens aussi se disent « mais ma clinique, c'est aussi mes murs ». Et c'est vrai que lorsqu'on cède son entreprise vétérinaire, soit on loue les murs à un tiers, et donc dans ces cas-là, il est possible que le bail soit transmis ou pas d'ailleurs, parce qu'il pourrait y avoir un déplacement de l'entreprise vétérinaire, soit on est propriétaire à titre personnel ou via une SCI, et donc va se poser la question de savoir si l'immobilier est transmis avec l'activité vétérinaire ou si on va le conserver, et auquel cas il faudra être vigilant sur la nature du bail et ses conditions. Jean-Jacques, tu n'as pas enlevé ton micro. Pardon, voilà. Edith, on vient de voir le patrimoine d'une entreprise vétérinaire ou d'un vétérinaire tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il va vendre? C'est quoi les types de ventes? Quels sont les types de ventes de tout ce patrimoine? Voilà. Alors, soit on a un vétérinaire qui est tout seul, donc il va pouvoir vendre son fonds, hein, c'était ce qu'on a vu en numéro 1, donc ses actifs. Soit on a un vétérinaire qui est en CELARL, c'est tout à fait possible puisqu'on a des associés uniques qui peuvent exercer dans le cadre d'une CELARL, et donc il va pouvoir vendre les parts de sa CELARL ou de sa CELAS, puisque également c'est une forme comme d'ailleurs la SARL ou la SAS aussi, hein, pour être complète. On peut aussi envisager que ce vétérinaire-là va vendre son immeuble qu'il aurait à titre personnel ou les parts de la SCI dont il serait propriétaire éventuellement avec sa famille. Alors, par contre, en effet, lorsqu'il y a plusieurs vétérinaires dans une société, on peut avoir plusieurs types de cessions, on va dire, ou de transmissions. Je me suis intéressée à un premier cas qui est une croissance externe ou un regroupement. On est dans un cas de figure où on a deux CELARL, une A, une B, et chaque CELARL étant composé d'associés, bien sûr, personnes physiques différents. Et ces associés des deux sociétés ont un projet de rapprochement. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent se regrouper, mais pour continuer la route et continuer de travailler ensemble. Alors, on va avoir soit une structuration où les associés de la CELARL A et les associés de la CELARL B, tout en voulant maintenir quand même l'existence des deux structures juridiques d'exercice, vont apporter leur titre ou en vendre tout ou partie, qui va permettre d'équilibrer le capital de la holding qui va en être bénéficiaire. Ils vont pouvoir aussi, c'est mon cas numéro 2, dire nous, on souhaite ne pas monter de holding, on souhaite regrouper et exercer dans une structure unique, et donc on va réaliser une fusion. La fusion permettant de transférer l'ensemble du patrimoine de l'absorbé à l'absorbante et d'aboutir à ce que les associés de l'absorbé échangent les titres qu'ils avaient dans l'absorbé contre des titres qui sont émis par l'absorbante en échange de l'apport du patrimoine de l'absorbé. On peut avoir aussi
Dans un autre cas, là, la vente de 100% des parts, on a 3 vétos qui sont de la même tranche d'âge et qui vont vouloir vendre à un autre groupe. Et donc, on va avoir une holding du repreneur qui va pouvoir acheter 100% des titres de la selle des 3 messieurs qui vont partir, lesquels vont toucher un prix et transmettre leur part à la holding du repreneur. Alors, maître, on entend sur le terrain régulièrement des systèmes, des processus de vente qui sont parfois compliqués. Et donc, quel est en fait le processus de vente? Alors, c'est vrai que les gens ne savent pas très bien comment ça va se passer, sont assez inquiets sur le calendrier aussi, en se demandant si c'est rapide ou si ça ne l'est pas, et à quel moment ils vont passer la main. Alors, c'est vrai que le processus, on va dire classique, c'est de commencer par une évaluation. Ceux qui veulent vendre, évidemment, ont intérêt, comme le disait tout à l'heure Sandrine, à avoir leur propre dossier et savoir ce qu'ils peuvent au moins afficher et commencer je dirais, à avancer comme prix. Et puis, l'acquéreur, bien sûr, lui, il va demander des comptes pour se faire une opinion. Voilà, donc ça, c'est effectivement le point de départ des pourparlers. Et une fois que les grandes lignes, on va dire, de l'accord, alors souvent les gens pensent qu'il suffit d'être d'accord sur le prix pour que tout aille bien. Mais bon, déjà, de quel prix parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'actifs? Est-ce qu'on parle d'une valeur d'entreprise? Est-ce qu'on parle de valeur de titre lorsqu'il s'agit d'une société? Comment est-ce que on va définir le prix? Est-ce que ça va être un prix fixe? Est-ce que c'est un prix qui va s'ajuster dans le temps? Est-ce que c'est un prix initial avec un complément de prix? Et donc, les anglo-saxons ont comment dire, donné lieu à des pratiques qu'on appelle les lettres d'intention ou les lettres d'intérêt, qui vont permettre déjà de s'assurer, parce que l'écrit permet d'être précis et de savoir si tout le monde a bien compris la même chose sur les points essentiels de l'accord, pour savoir si on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, dans la lettre d'intention, on va définir les grandes lignes de l'accord, savoir ce qui est vendu, est-ce que c'est un actif ou des titres, à quel prix, est-ce que le prix va être fixe, est-ce qu'il va bouger. Les groupes industriels, eux, ils vont parler de valeur d'entreprise, ce qui va parfois faire rêver vraiment les gens. Mais entre la valeur d'entreprise et la valeur des titres, il va falloir savoir comment on y arrive et par quel mode de détermination. Et il y a plusieurs méthodes pour y parvenir. Et puis, le calendrier de la vente, avec le process d'audit, souvent, de protocole et de vente proprement dite. Dans les ventes un petit peu significatives, le repreneur va demander à faire des audits et le fait de les placer avant le protocole permet de ne pas être engagé pour le vendeur avec des audits qui pourraient remettre en question un certain nombre de conditions de la vente, puisque le repreneur, la plupart du temps, va mettre comme condition dans le protocole, si les audits sont placés après le protocole, que la vente sera soumise, et notamment le prix et les éventuelles conditions de garantie, à la conclusion favorable des audits. Alors, vous voyez bien la subjectivité de la condition, et il faudra être extrêmement vigilant si les audits se placent après la promesse. Donc, le protocole, il va développer, c'est ce qu'on appelle la promesse. Là, c'est un vrai engagement juridique, contrairement à la lettre d'intention, où là, on est simplement
sur des intentions. Si je devais m'engager, voilà dans quelles conditions je m'engagerais. Là, la promesse, la plupart du temps, c'est une promesse réciproque, c'est-à-dire que le vendeur s'engage à vendre, l'acheteur s'engage à acheter selon un certain nombre de conditions qui sont définies. Et donc, on va développer un certain nombre de conditions sur le prix, sur des conditions suspensives à réaliser et les conditions aussi de la garantie d'actifs et de passifs si on se situe dans le cadre d'une vente de titres. Voilà. Et puis ensuite, il y aura la cession proprement dite, où là, il y a un transfert de propriété des titres, et donc de la clinique si on vend les 100%, un encaissement du prix par ceux qui vendent, et donc parfois ce qu'on appelle des comptes de cession, puisque entre le moment où on a eu les pourparlers sur la base desquels on avait des comptes, par exemple au 31/12/2020, qui sont sortis en février-mars, donc qui donnent une opinion, mais on dit on va s'engager en avril en termes dans un protocole, mais pour une vente qui interviendra finalement au 1er juillet. Et donc, en fait, cette période intercalaire, elle doit être gérée, savoir finalement si elle va bouger le prix, qui va encaisser le bénéfice produit ou assumer la perte, malheureusement, si c'était le cas. Et puis, sur quelle base la garantie d'actifs et de passifs des vendeurs va-t-elle être donnée? Est-ce qu'elle va être donnée sur les comptes 31/12/2020? La plupart du temps, non, parce que le repreneur voudra être garanti sur le premier semestre qui aura été géré par les vendeurs. Voilà. Après, la prévente, ça va dépendre de si des gens restent ou pas dans la clinique, et on le verra plus particulièrement dans la séance du 8 avril, puisque je vous présenterai un cas pratique avec une reprise par des groupes industriels, Anicura, Evidensia ou autres, de manière à ce que vous voyez comment se passe la prévente lorsque un groupe souhaite acheter 49% du capital en ayant quasiment 99% des droits économiques, et ce qui se passe pour les associés vendeurs qui vont rester à exercer. Justement, Edith, en quelques mots, parce qu'on est un petit peu pris par le temps, lorsqu'on a vendu, on entend que les vétérinaires restent majoritaires en droit de vote, majoritaires en capital. C'est quoi la différence en fait entre droit de vote et pouvoir? Oui, alors effectivement, la réglementation de la profession, pour garantir l'indépendance des vétérinaires, revendique une disposition du Code rural et de la pêche maritime qui exige que, quelle que soit la forme juridique de la société d'exercice vétérinaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote soient détenus par des vétérinaires exerçant dans la structure. Alors, c'est vrai que le droit de vote, c'est une prérogative de l'associé qui lui permet de s'exprimer lors des assemblées et des décisions collectives, qu'elles soient ordinaires, c'est-à-dire qui ne modifient pas les statuts, par exemple nommer des dirigeants, par exemple nommer un commissaire aux comptes, par exemple approuver les comptes et affecter le résultat. Est-ce que je le mets en réserve? Est-ce que je le distribue? Fixer la rémunération des dirigeants, tout ça, c'est ordinaire. Donc, classiquement, avec une majorité de plus de on décide de ces 50 décisions minima qui sont prévues par la loi et qui vont permettre, effectivement, si on a une majorité extraordinaire, de pouvoir décider seul sans minorité de blocage, alors que si on a un minoritaire ou plusieurs minoritaires qui s'opposent, eh bien, on ne pourra pas décider seul des modifications de statut et aussi agréer des nouveaux associés. Le pouvoir, c'est une prérogative
qui est attaché aux gouvernants, aux dirigeants. Alors, je sais bien que dans beaucoup de sociétés d'exercice vétérinaire, ce n'est pas toujours évident pour les professionnels d'identifier les deux fonctions parce que bien souvent, tous les associés sont gérants et ils ne savent pas très bien finalement quelle est la distinction entre les deux fonctions. Maintenant, c'est vrai que dans les CELARL, on a des gérants, parfois des conseils de gérance. Dans les SAS, on va avoir des organes de gouvernance collégiaux. Et en fonction de la forme juridique de la société dont il s'agit, il va y avoir la possibilité parfois de faire entrer dans cet organe de gouvernance des vétérinaires qui ne sont pas exerçants et même parfois des gens non vétérinaires. Et c'est notamment dans les reprises par les groupes industriels que des questions se sont posées sur des modèles qui ont été proposés par ces repreneurs et qui ont été critiqués par le CNO et fait l'objet des procédures que les uns et les autres avaient certainement à connaissance. Bien, merci Maître pour cette partie juridique. Je repasse la parole à Sandrine. Sandrine, en fait, ces repreneurs-là, pourquoi finalement ils sont capables de valoriser, hein, c'est quand même ça la question, combien vaut ma clinique, sur des multiples bien plus importants que les usages professionnels. L'usage professionnel, rappelons-le, c'est voilà, ce que je peux rembourser plus mon reste à vivre qui ne doit pas diminuer. C'est comme ça qu'on fixait le prix d'une part avant. Alors pourquoi aujourd'hui on a d'autres multiples bien plus importants sur le terrain? Alors, effectivement, Charles, vous avez raison, on est face effectivement à des multiples un petit peu parfois déconcertants, tout simplement parce qu'en fait, les groupes ont une grande certitude dans le potentiel de croissance de la profitabilité de vos structures. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ils feraient mieux finalement que nous? Alors, dans certains cas, ils ne vont pas faire mieux que vous, puisque s'il y a un complément de prix pendant 5 ans, vous allez rester également. Donc, du coup, c'est vous qui allez contribuer à cette croissance de profitabilité. Alors, concrètement, en fait, pour démystifier la chose, c'est vrai qu'il y a en fait 3 grands leviers en finance d'entreprise, 3 grands leviers d'optimisation de la profitabilité. Donc, ces 3 grands leviers, c'est la croissance du chiffre d'affaires. Donc là, je vous ai donné un petit peu trois pistes. L'optimisation des achats, et c'est vrai que les groupes, très vite dans les discussions, vont vous parler de groupes d'achat. Alors, c'est des façons d'opérer certainement que vous connaissez aussi, bien sûr, mais groupement d'achat, mutualisation, mise en place de GIE, etc. Et puis également, très vite aussi dans les discussions, ils vont vous parler de mutualisation de ce qu'on appelle des fonctions support, donc de centraliser les fonctions support. Et on le verra la semaine prochaine, à travers en fait ces 3 leviers, et bien finalement, on voit qu'on peut effectivement atteindre un effet de levier important sur la croissance de la rentabilité. Alors, Sandrine, si je veux rester indépendant, est-ce que c'est pas possible? Est-ce que je ne serais pas capable également d'actionner des leviers de croissance? Alors, effectivement, parce que comme je vous le disais, du fait de rester de toute façon à leur côté pendant plusieurs années, sauf si vous décidez de ne pas avoir le complément de prix, ça, effectivement, et de vendre tout d'un bloc. Mais c'est vrai que vous pouvez vous dire, mais finalement, moi, je peux le faire effectivement tout seul. Et oui, la réponse est oui, et on le verra la semaine prochaine dans l'écriture d'un business plan à 5 ans que j'ai formalisé. Et d'ailleurs, d'où l'importance, et je reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, d'où l'importance en fait d'écrire, même pour vous, un business plan à 5 ans, parce que vous voyez que effectivement, en investissant, en étant un peu plus aussi sur des notions de productivité ou d'optimisation des achats, on voit que mécaniquement, effectivement, on arrive à créer de la valeur. Et cette valeur, finalement, vous pouvez la créer de votre côté. Alors, peut-être dans un temps plus long, effectivement, un petit peu plus long, parce que vous n'aurez pas, entre guillemets, la même force de frappe que des grands groupes comme ça, mais vous pourrez aussi le faire en vous associant à d'autres professionnels et à d'autres acteurs, en fait,
français qui vous en faut. Donc voilà, donc comme toute décision, il faut pouvoir prendre les décisions en toute connaissance de cause, pouvoir arbitrer, mais dans les négociations, effectivement, pouvoir très vite se faire une idée avec l'écriture d'un business plan. Ça, j'insiste, c'est vraiment primordial. Bien, merci Sandrine. En effet, la ligne éditoriale de l'association Ergon autour de l'entrepreneuriat ne prend de toute façon pas parti. L'objectif de cette Ergon Café, c'était d'expliquer les choses, certainement pas dire c'est bien ou c'est mal de partir dans un ou l'autre schéma, mais en tout cas de mieux comprendre. On a le temps pour quelques questions, dont vous pouvez poser quelques questions, je suppose par écrit, sur le chat. Le contenu a été tellement dense et précis qu'il y a peu de questions. Alors, la semaine prochaine, pour meubler un petit peu, la semaine prochaine, le 8, on se retrouvera sur un exemple concret avec, on a commencé à préparer, bien sûr, il y aura un exemple chiffré avec des investissements qui seront faits, donc, et une simulation à la fois sur la partie financière et juridique. On fera ça le 8 avril vers 13 h. On fera une session qui sera également enregistrée, on espère. Je vois Thibaut qui écrit. Qui est arrivé. L'entrée d'un fonds d'investissement change-t-il l'ambiance lors des réunions associées ou des AG? Alors moi, je peux peut-être répondre parce que j'ai un certain nombre de clients qui ont des fonds d'investissement dans leur capital. Alors, je dirais que oui, parce que déjà, la documentation juridique qui est signée au point de départ de l'entrée du fonds contraint, on va dire, les dirigeants à une rigueur de formalisme administratif beaucoup plus important. Non seulement le fonds va demander des informations renforcées avec bien souvent des reportings trimestriels sous certains formats, va souhaiter pouvoir peser sur un certain nombre de décisions. Donc, il y aura une nomenclature de limites de pouvoir de décision sur un certain nombre d'opérations d'investissement, d'emprunt et ainsi de suite. On va dire que tant que l'entreprise va bien et performe bien et tant que les associés s'entendent bien et les dirigeants s'entendent bien, ça se passe en général d'une façon assez cordiale. Par contre, je peux vous dire que lorsque la situation financière de l'entreprise est plus compliquée, lorsque il y a des tensions entre les associés, alors on peut assister à, on va dire, des demandes d'audit des fonds d'investissement avec des interventions d'avocats, des fonds d'investissement. Alors tout ça, ça ne doit pas vous faire peur, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait rentrer des gens qui doivent, et ça paraît légitime, puisque en fait, l'argent investi appartient à des investisseurs privés et heureusement qu'ils sont garants de la manière dont on va utiliser l'argent, mais on fait rentrer des gens qui vont en effet sauvegarder leurs intérêts et qui vont demander des droits assez importants. Voilà, donc quand les choses vont moins bien, ils vont pouvoir même demander parfois à sortir, ils vont exercer un droit de retrait à un prix qui souvent est prévu à l'avance et très pénalisant parce qu'ils vont partir d'un TRI normal et appliquer un multiple pour sortir un prix qui souvent est très en décalage avec la valeur économique de la participation.
D'accord, donc il y a dans ce monde aussi, de la finance, il y a des casseurs d'ambiance. Dans la vraie vie, voilà. D'accord, très bien. Bon. Vive Alors, les. effectivement, je rajouterai un point. J'ai envie de dire, si je prends un parallèle un peu plus simple, c'est dans tout contrat, comme dans tout contrat de mariage. Hein. C'est-à-dire que voilà, il faut dès le départ prévoir le meilleur comme le pire. Donc voilà, et c'est vrai que c'est primordial de s'entourer là pour le coup de conseils et d'avoir un pacte très très musclé. Après, moi j'y mettrai un petit bémol, voilà, sur le point financier, c'est-à-dire que l'exigence d'un fonds d'investissement, moi je dis toujours, c'est peut-être aussi l'exigence que vous devez financière, hein, je parle, l'exigence que vous devez au bout d'un moment avoir pour vous-même dans l'exercice de c'est quoi ma stratégie financière, c'est quoi mes objectifs de rentabilité, etc. Et pas vous dire la ligne du bas du compte de résultat, c'est uniquement mon salaire ou le salaire de mes salariés. Non, c'est peut-être se mettre dans une autre situation. Voilà, donc ce degré d'exigence, j'ai envie de dire, ça vous permet de vous l'appliquer aussi à vous-même. Alors, moi, je pense aussi qu'il est très, très positif, hein, c'est vrai, mais moi, je pense quand même aussi que d'être entrepreneur, c'est pas être juste financier. Et je pense qu'en effet, c'est une bonne ligne de conduite et c'est un plus, mais ça ne doit pas être l'unique repère, me semble-t-il. Bien, merci mesdames. On va passer à la question suivante. Thibaut, il pose la question, les fonds recherchent la rentabilité, on connaît ce qui n'est pas très rentable dans une clinique. Est-ce que ces activités seront abandonnées? Vous pouvez répondre rapidement, comme ça on peut prendre les deux petites questions dernières en oui ou non pour clore tout ça. Là, effectivement, enfin, je dirais que le risque, c'est-à-dire que c'est comme dans tout phénomène de conquête de marché ou de consolidation de marché. Moi, je l'ai vécu il y a plusieurs années sur un secteur de la santé, mais qui était les maisons de retraite, où on voyait des grands groupes, effectivement, avec un phénomène de consolidation. Bon, aujourd'hui, effectivement, les maisons de retraite attirent un peu moins les fonds d'investissement, quoique les établissements médicalisés, etc., et toute la panoplie des FCP sur ces secteurs-là ont toujours le vent en poupe. Donc, bon, comme dans tout phénomène de consolidation, oui, effectivement, il faut être vigilant, bien sûr. Bien, alors on va Oui. vous demander, Alors, ou Jean-Jacques, si tu veux, vas-y. Oui, j'allais dire, Guillaume, poser une question considérant, est-ce que le fisc peut considérer qu'une vente de part de Cellarl, un nouvel associé qui était un ancien salarié, a été sous-valorisée en prenant en compte les valorisations proposées par les groupes? Je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment répondre à ça. Si peut-être Sandrine ou Edith ont une idée là-dessus, mais ça me semble très… Ouais, enfin, le fisc, bon, il a à connaître des droits d'enregistrement et se demander si effectivement l'assiette du droit d'enregistrement, qui est le prix, est justifiée. Bon, après, je dirais, aller prouver que le prix est vraiment en décalage avec la réalité, je pense que ça va être compliqué hein, pour le fisc qui déjà n'a pas de repère pour un certain nombre d'activités. Bon, et puis, bon, les enjeux, les droits d'enregistrement, c'est 3% du prix hein, quand on est en SARL ou en CELARL. Alors, ça peut faire beaucoup de sous, mais en SAS et en CELAS, c'est 0,1% du prix. Hein, voilà. Mais il peut y avoir un enjeu de plus-value derrière qui ne serait pas… Alors, la plus-value, en général, c'est plus compliqué parce que le fisc a de la peine à taxer une trésorerie qui n'a pas été appréhendée par le vendeur. Donc, le risque en plus-value me semble beaucoup plus limité. Merci. Alors, une dernière question en répondant rapidement, si vous voulez. Hugues nous demande, y a-t-il un intérêt à évaluer le prix de sa structure chaque année, lors du bilan, par exemple, pour préparer le départ d'un associé, éventuellement? Alors, en fait, faut savoir que en deux mots, l'évaluation sera réalisée au moment de l'opération. C'est-à-dire que si vous décidez cette année, par exemple, voilà, se pose le sujet de la sortie d'un associé,
En fait, vous allez regarder les performances historiques généralement des 3 dernières années, faire une moyenne de ces performances et puis surtout écrire les projections. Je pense que Hugues fait Oui, un rappel à certaines cliniques qui valorisent chaque année. Oui, c'est-à-dire qu'on voit dans beaucoup de statuts ou dans des packs d'associés un usage qui est de dire il y a un prix de référence qui est fixé chaque année en application d'une formule. Alors, la vertu de ça, c'est qu'effectivement, lorsqu'il y a des entrées, des sorties en interne, on n'a pas de discussion sur le prix, on applique la même méthode à tout le monde. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée de paisibilité. Par contre, je pense que ce n'est pas parce qu'on fait ça qu'on va s'interdire dans un cadre différent de discussion de vendre à un prix qui n'a rien à voir avec cette valeur de référence. Ce n'est pas parce qu'on a été d'accord pour vendre à Jean-Jacques ou à Charles, qui fait partie du cabinet selon cette méthode, qu'on va être d'accord pour vendre à Nicura à ce prix-là. Très bien, merci pour vos réponses. On a aussi une promesse de temps puisque vous avez aussi vos familles. Il est 21h03, on va donc conclure. Vous donner rendez-vous peut-être dès le 8 avril, la semaine prochaine, pour la deuxième partie. On sera plus en chiffres, plus en exemples. C'était une partie très théorique, mais on pensait que c'était tout à fait nécessaire de la faire pour pouvoir permettre à nous, malheureux médecins vétérinaires, de connaître un peu mieux la finance, des bases théoriques. Je conclurai par remercier bien sûr Sandrine et Maître Renaud pour leurs interventions. Et je poserai la question à mon ami Jean-Jacques, et toi, mon camarade, combien vaut ta clinique? Écoute, au vu de tout ce qu'on a entendu, je crois que j'aurai quelques précisions à redemander à Sandrine et je pense vraiment que je vais attendre le jeudi 8 de 13 à 14. Je crois que j'aurai des réponses à cette question. Et toi, Charles, qu'en penses-tu? Combien vaut ta clinique? Moi, je pense que tant qu'on aura des jeunes qui seront prêts à monter dans la barque avec nous, on n'aura pas besoin de ces outils-là, mais toutefois, c'est des outils. Ne jamais dire jamais. En tout cas, c'est sûr que j'ai bien compris que lorsque j'avais perdu 100% du pouvoir financier, je n'étais plus le patron chez moi. Donc ça risque pas d'arriver. Mais par contre, accueillir, pourquoi pas, un jour, s'il y a besoin pour des investissements, ça serait tout à fait possible avec des outils non dilutifs. Voilà, toutes les choses qu'on a appris grâce à Sandrine ce soir. Voilà, merci à tous pour votre participation. Et puis, on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Et puis, en replay, un autre jour. Le PowerPoint sera dispo. Tout ça, ça sera fait. Pas de problème. Voilà, merci la présidente aussi d'avoir été avec nous ce soir. C'est ton soutien est toujours d'un grand soutien, justement. À bientôt. Merci. Merci à tous. C'était un grand plaisir. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Merci.